par l'insomnie. Le teint blême, elle a faim. À ses côtés, trottine un enfant. Et s'accroche à sa robe pour se maintenir à son pas. Il pleurniche. Ce n'est qu'une de ces pauvres malheureuses, une de ces pauvres femmes, qui, comme elle, sans logis, affamée, erre dans les rues de la ville, pluvieuse et froide. Elle hésite, elle revient sur ses pas. Oui, c'est là. C'est la maison qu'elle cherche. Elle regarde. C'est une belle bâtisse avec des belles pierres, une belle porte en bois, avec un anneau en cuivre qui sert de heurtoir. Elle hésite encore un instant. Et puis, elle va dans l'allée, le cœur battant la chamade. Le pas peu assuré. Elle avance. Elle hésite encore un instant et puis elle frappe. Un moment d'attente qui paraît une éternité. Enfin, on vient ouvrir. Une vieille dame apparaît dans l'encadrement de la porte. Elle a les cheveux blancs, ramenés en chignon, le visage ridé. Elle a une petite moue pincée et elle la regarde froidement. « Ah, c'est vous? Que voulez-vous? De l'argent? Pas pour moi. Pour votre petit-fils. Pour lui. » La vieille dame dévisage l'enfant de la tête aux pieds. « Approche, mon garçon. »« Ah, c'est toi, Willy, alors. Tu tiens beaucoup de ta mère, dit-elle avec une petite moue déçue. Il ferait mieux de venir vivre chez moi. Il aurait une meilleure éducation. Vous n'aurez qu'à venir le voir de temps en temps. À ces mots, la jeune femme éclate en sanglots. Oh, je vous en prie, ne me le prenez pas. Il est tout ce que j'ai. Il est tout ce qui me reste de votre fils, John. La vieille dame l'observe à nouveau. C'est vrai qu'il est bien jeune. Et puis qu'elle est bien âgée pour s'occuper maintenant d'un enfant. Très bien. Je vous donnerai une couronne. Une couronne par semaine. Pour l'enfant. Mais attention, hein, je veux le voir tous les mercredis. J'en profiterai pour lui apprendre à lire et à écrire. Est-ce clair? Oui, madame, oui. Très bien. La porte se referme. La jeune femme ressent un intense soulagement. Son plan désespéré a marché. Une couronne. Une couronne par semaine. C'est plus qu'assez pour faire vivre elle et sa fille. Oui, sa fille. Car en réalité, l'enfant est une fille. Son frère Willy est mort il y a peu de temps. Elles sont allées au fond du jardin. Elles ont creusé un trou avec une pelle et elles y ont déposé le petit corps décharné de l'enfant au fond du trou. Mary l'observe. Il est bizarre, tout recroquevillé comme ça, comme une crevette. La mère commence à le recouvrir de terre et le son mat que fait la terre en retombant sur le corps de son frère va longtemps hanter Mary jusque dans le creux de ses rêves. Willy. Oh, Willy, son cher Willy. Lui qui rêvait seulement de partir en mer, de retrouver son père, John Devon. Elle entend maugréer sa mère pour la énième fois. John Devon, le chef de famille. Laissez-moi rire. Tu parles d'un chef, tout juste bon à boire et à nous abandonner. Pour boire, il buvait. Et n'obtenant plus un seul crédit dans les tavernes de Portsmouth, il reprend la mer et n'a plus jamais donné de ses nouvelles. Peut-être était-il mort. En tout cas, comme elle vivait loin,
La vieille dame n'a jamais rien su, ni de la mort de Willie, ni de la naissance de Mary. Bien sûr, je vous parle d'un temps lointain où il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, il serait pratiquement impossible qu'un enfant naisse dans une famille sans que tout le monde le sache grâce aux réseaux sociaux, aux mails, etc. Mais nous sommes au début du XVIIIe siècle et donc il n'y avait pas tout ça. De même que pour la bonne compréhension de cette histoire, il faut que je vous dise qu'à l'époque, avoir un garçon avait une importance capitale. Pour plusieurs raisons. La principale, à une époque où on ne vivait pas très vieux, c'était que les garçons étaient réputés plus résistants. Je vous dis bien réputés, parce que comme nous le prouve cette histoire, ce n'était pas toujours vrai. Et puis, il y a une autre raison. C'est qu'à l'époque, les femmes étaient souvent mariées de force ou avec des mariages arrangés. Elles n'avaient de place dans la société que si elles étaient mariées. Souvent, alors, elles étaient vouées à obéir, à servir, voire subir leur conjoint. Alors oui, on préférait avoir un garçon. De plus, ça rassurait sur la probabilité d'avoir une descendance. Alors, quand la vieille dame l'a su, elle n'a vu que la fierté d'avoir un petit-fils. Et quand la misère et la faim a poussé Mrs. Emma Devon, la jeune veuve, à monter cette supercherie, c'est-à-dire transformer Mary en Willie, la vieille dame, elle n'a vu que son orgueil d'être grand-mère et d'avoir la probabilité d'avoir une descendance. Maintenant que le stratagème a réussi, il a bien fallu continuer à faire passer Mary pour Willie. Mais comment expliquer à une enfant d'à peine 6 ans qui s'accroche à sa poupée qu'en fin de compte elle n'est plus Mary mais Willie, qu'elle n'est plus une fille mais un garçon? Oh non maman, non, moi je ne suis pas Willie, je suis Mary. Non, maintenant tu es Willie. Mais non maman, tu te trompes, je suis Mary. Bon, ça suffit comme ça, viens avec moi. Elle l'entraîne au fond du jardin avec la pelle. De nouveau, elle creuse un trou. Allez, jette ça. Non, maman, jette ça, je te dis. Mais maman, elle lui arrache sa poupée. Elle la jette dans le trou. Elle commence à la recouvrir de terre. Mary est déchirée. Elle a l'impression que c'est une partie d'elle-même qu'on enterre. La poupée semble la regarder, comme si elle appelait à secours. Mary sanglote. Alors sa mère se penche et la prend dans ses bras et elle lui explique: mais Mary, comprends. Si tu t'obstines à rester Mary, ta grand-mère ne donnera pas un sou. Elle ne donnera d'argent que si tu es Willie. Tu comprends? Ben alors je vais mourir. Mais non, tu ne vas pas mourir si tu deviens Willie. Sinon, si tu t'obstines à rester Mary, on va mourir toutes les deux. Ou alors on va devoir manger des rats crevés. C'est ça que tu veux, Mary? C'est ça? Mary ne veut pas mourir. Elle ne veut pas finir comme Willie au fond d'un trou, recroquevillée comme une crevette. Non. Mais elle veut encore moins manger des rats crevés. Ah, ça non. Non, surtout pas des rats crevés. Elle en a vu. Elle en a vu dans les rues de Londres. Tout recouvert de mouches. Oh, c'était dégoûtant. Non, pas des rats crevés. Alors elle accepte. Elle accepte de jouer le jeu. Elle accepte qu'on lui coupe ses beaux cheveux. Elle accepte même de porter des pantalons. Et au plus profond d'elle-même, elle libère le cri de la vie. Willie, 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 Willie!
semaine, elle ira chez sa grand-mère et elle ramènera à la maison la couronne hebdomadaire. Elle s'attache à la vieille dame. Elle lui apprend à lire, à écrire. Elle est gentille avec elle. Elle lui fait même des bons gâteaux à manger. Et puis quand elle est chez elle, elle respecte aussi les convenances. Elle se tient bien, elle est polie. Mais quand elle sort, quand elle est dehors, alors là, elle est... Oui Elle est le plus intrépide des garçons. Elle est l'instigatrice de plein de bagarres avec tous les garnements de son quartier issu d'un beau quartier populaire. Elle se bagarre. Elle est le capitaine Willy. Elle est le corsaire Willy. Elle est la plus forte. Comme ça, elle oublie qu'elle est Mary. Elle oublie son frère enterré, tout recroquevillé comme une crevette. Elle oublie sa poupée aux yeux de perles. Mary grandit. Et si elle aime toujours autant se bagarrer avec les garçons de son quartier, elle va de plus en plus souvent s'asseoir au bord de la Tamise et regarder du côté de la mer. Mary est comme son frère, elle aimerait bien partir elle aussi. Mais Willy, c'est elle maintenant. Hé, Will, tu viens? C'est un de ses garnements qui vient lui annoncer qu'il y a une bagarre qui se prépare. Alors, Mary court et elle va à corps perdu dans ce combat. Elle a bien failli perdre la face cette fois. Mais elle est le capitaine Willy et elle ne peut pas perdre. Non, 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 c'est pas possible. Et elle gagne. Les garnements se dispersent. Tout d'un coup, elle ressent une douleur fulgurante dans son ventre. Elle saigne. Elle est prise de panique. Est-ce qu'elle va mourir? Elle court chez elle. Quand elle arrive, sa mère n'est pas là. Alors elle va se recroqueviller dans un coin. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Quand sa mère rentre et qu'elle comprend ce qui se passe, elle lui dit, bah, Mary est de retour. Il fallait bien que ça arrive un jour. Qu'est-ce que tu dis, maman? Mais regarde tout ce sang. Est-ce que je vais mourir? Mais non, petite sœur, tu ne vas pas mourir. Tu es une femme maintenant. Et sa mère la prend dans ses bras. Elle l'entoure. Elle lui parle. Elle lui explique. Elle la rassure. Elle lui apprend. Elle lui apprend comment il va falloir mettre les linges autour de sa taille, comment les laver, comment se cacher. Et à l'intérieur d'elle, Mary appelle, Mary sommeille, Mary rêve de la mer. Mary a 15 ans quand Jane Devon, sa protectrice, meurt. Et avec elle, la couronne hebdomadaire. Willy, tu n'es plus obligé de jouer la comédie, lui dit sa mère. De toute façon, plus ça va, plus tes formes prennent le dessus, on pourra bientôt plus les cacher. Allez, tu peux redevenir une fille, Mary. Ça lui faisait drôle d'entendre sa mère prononcer son vrai prénom. Cela faisait si longtemps. Maintenant qu'on va plus avoir l'argent de la vieille, je sais pas ce qu'on va faire. Oh, puis t'es en âge de travailler, de ramener de l'argent à la maison. On va te trouver un travail. Moi, ce que je gagne avec mes coutures, ça ne rapporte pas assez pour nous nourrir toutes les deux. Oh, le problème, c'est que tu ne sais ni coudre, ni cuisiner comme les autres filles. Qu'est-ce qu'on va faire? Maman, maman, je veux rester Willy. Tu en es sûre?
Oui. Alors, la jeune veuve d'Evan trouve à sa fille la seule place disponible dans la semaine en tant que valet de pied. Et la mascarade continue. Mary restera donc Willy. Elle lui a trouvé un travail chez une dame de la noblesse anglaise. La dame en question, Madame Dupin, est très exigeante. Elle a toujours quelque chose à demander. Il faut nettoyer les crottes de chiens devant la maison. Il faut astiquer et frotter les planchers. Il faut faire reluire l'argenterie. Il faut récurer les écuries. Bref, Mary est épuisée. Elle court du matin au soir et du soir au matin. La seule consolation qu'elle a, c'est qu'elle a une chambre pour elle toute seule. Et quand vient la nuit et qu'elle referme la porte de la chambre, alors elle peut se libérer des vêtements masculins et laisser respirer sa féminité entravée. Ce n'est pas un privilège qu'elle aura très longtemps. Parce que Madame Dupin a un beau jardin à la française qu'elle affectionne particulièrement. Et tous les printemps, il y a un jardinier qui revient au domaine pour s'occuper du jardin. Ce jardinier n'est autre que Benson. Ce même Benson qui vivait à Portsmouth et qui a connu Willy et Mary quand ils étaient petits. Ce même Benson qu'elle avait rencontré sur la plage, qui avait essayé de lui arracher sa poupée, qui lui avait dit que plus jamais elle reverrait son père, qu'il était parti à jamais. Elle en avait pleuré toute la nuit. Et ce même Benson-là, à cet instant, la dévisage. « Eh bien, vous vous connaissez donc ?» dit Madame Dupin. « Il me semble, dit Benson. Mais dans mon souvenir, ce visage-là appartenait à une fille. C'est ma sœur. Elle est morte. » dit Mary en un souffle. « Mary, hein, c'est ça ?»« Oui, oui, c'était ça. » « Oh, c'est bizarre, ça. C'est pourtant toi, Willy, qui était malade toujours. Ah, j'aurais pas parié un penny sur ta survie. Hein. Et c'est Mary qui est morte. Bah oui, c'est la vie. Mary fait de son mieux pour cacher son malaise. Bon, vous aurez bien le temps de vous raconter vos souvenirs, dit Madame Dupin. Comme vous allez dormir dans la même chambre, le lit est assez grand. Hein? Dormir dans la même chambre que Benson? Dans le même lit que Benson? Ben, elle n'avait pas le choix. Alors, elle a dû ruser, dormir tout habillée, se cacher pour se laver. Mais elle se sentait épiée, observée, menacée, une épée Damoclès sur la tête. Surtout que Benson la poussait dans ses retranchements. Il n'arrêtait pas de lui poser des questions. Il fallait que ça s'arrête. Alors, elle lui a joué un bon tour à Benson. Et la Dupin l'a renvoyée. Quant à elle, Mary, elle a pris ses gages et s'en est allée. Quand elle arrive chez elle, sa mère est en train de coudre. Oui, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et Mary raconte. Sa mère et elle rigolent bien du bon tour joué à Benson. Il le méritait bien, ce gros lourdeau. Quand même, dit Emma, j'aimerais pas être ton ennemi. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Va encore falloir te trouver un autre travail. Celui-là était tellement dur à trouver. Écoute, maman. Des Benson, il y en aura toujours si je reste à Londres. Il y aura toujours quelqu'un pour me reconnaître dans les rues. Et moi, je veux rester Willy, tu comprends? Donc voilà, je me suis engagée comme mousse sur un vaisseau de guerre. Comme mousse sur un vaisseau de guerre? Toi, ma fille?
Mais Mérine, ne fais pas ça, je veux pas te perdre. Maman, il y a longtemps que tu m'as perdue. Je suis enterrée là-bas, au fond du jardin, avec Willy et ma poupée aux yeux de perles. Traquer les rats. Graisser la roue des poulies. Enrouler les cordages. Nettoyer le pont supérieur. Le pont de Gaillard d'Avant. Le pont de Dunette. Et le faux pont aussi. Oh. C'est pire que chez la Dupin. Mais je m'en fiche. Parce qu'un jour, je serai capitaine de mon propre vaisseau. Le Mary. Et puis, il y a la mer, il y a l'espace, il y a le vent immense qui vient du bout de l'océan. Alors, c'est pas grave. De la guerre, elle ne verra pas grand-chose, Mary. Si ce n'est d'apprendre à ouvrir des gargousses, à mesurer des charges de coups, à comparer les boulets. Elle aurait préféré sentir le poids d'une épée à ses côtés. D'ailleurs, dès qu'elle a un moment de libre, avec un certain Donovan, elle apprend à la manier aussi bien qu'un pirate. Mary est heureuse. Elle est en mer. Et elle laisse entrer en elle tout l'or du soleil. Être soldat est mon destin, se dit-elle. Je suis née pour me battre. Je suis le capitaine, oui. Je suis le soldat, oui. Et là où il y a des galons à gagner, j'irai. C'est dans le nord de la France que se déroule le plus fort des combats. C'est là qu'il y a de la gloire et des galons à gagner, pas sur un pont de bois. Hélas, la jeune femme devra attendre 6 mois, que sa période d'engagement soit terminée. À l'issue de ça, c'est le cœur léger qu'elle quitte le drapeau anglais pour monter dans les Flandres, rejoindre un régiment d'infanterie où elle sera engagée en tant que cadet. Elle berne tout le monde, Mary. Personne n'a vu la belle jeune femme qu'elle est devenue. Il faut dire qu'elle met tellement d'audace et de bravoure au combat qu'il est inimaginable qu'il s'agisse d'une femme. Au bout d'un moment, la vie de son régiment lui paraît un peu trop redondante. Un jour, elle combat contre les Français et elle en voit un qui se bat à cheval. Elle est subjuguée. Oh, alors là, un guerrier de cette hauteur donne toute la mesure de son art. Elle va voir son commandant. Comment ça? Comment ça? Changer de corps d'armée? Mais enfin, vous n'y songez pas, jeune homme. Si, je veux m'engager dans la cavalerie. Je veux me battre à cheval. En hauteur, on se bat mieux. Tu aimes donc te battre, mon garçon?
Oui, Mary, elle aime se battre. Mary, elle aime l'odeur des champs de bataille, les cris, l'adrénaline. Mais ce qu'elle vise surtout, ce sont les galons. Elle argumente, il proteste, elle insiste, il soupire. Il finit par lui sortir une feuille et lui faire une lettre de transfert. Et c'est comme ça que Mary est entrée dans la cavalerie. Winnie Gueule d'amour. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la cavalerie. Parce qu'elle a les yeux couleur d'ambre, parce qu'elle a le visage fin, parce qu'elle a des joues aussi lisses sans l'ombre d'un duvet. Il y en a même un qui s'est moqué. Il lui reste un souvenir cuisant sous l'œil. Depuis ce jour, personne n'a trouvé à redire. Elle a même obtenu tout le respect de la cavalerie. Elle apprend à tenir sur selle. Elle apprend à parler aux bêtes, à les étrier, à faire des chevaux ses frères d'armes. Elle a 18 ans. Elle est formée par un vieil officier acariâtre et vicieux. Heureusement, un beau jour, rattrapé par l'âge, le vétéran meurt. Alors, comme je vous l'ai dit, Mary se comporte bien en tant qu'homme, en tant que soldat. Elle nettoie bien ses armes, elle porte bien l'uniforme. Mais elle n'en a pas moins gardé un cœur de femme. Et ce cœur de femme va se réveiller à l'apparition de Joss. C'est un jeune officier flamand qui vient d'être affecté à leur campement, à la place du vieil instructeur. Il est beau. Et Mary en tombe amoureuse. Alors elle se débrouille pour être avec lui pendant les manœuvres. Et même, on a l'impression qu'elle veille sur lui. Le problème, c'est que c'est réciproque. Et que Joss sent aussi une attirance irrésistible pour Willie. Au bout d'un moment, elle n'y tient plus. Elle lui avoue tout. L'argument est foudroyant. Et l'officier est convaincu. Mais ils gardent encore quelque temps leur secret. Et un jour, ils annoncent leur intention de se marier. Vous imaginez la surprise de tout le régiment. Mais cette première surprise passée, tout le monde est content pour eux. On célèbre le mariage sur les vivats amusés de toute la cavalerie. Ils ont fait une collecte pour eux. Et avec les soldes économisés de Joss, de Mary, même si Mary envoie une partie de sa solde à sa mère, ils finiront par s'acheter une petite auberge à Breda, en Hollande. Les trois frères à cheval. Mary, pour la première fois de sa vie, va vivre une vraie existence de femme. Au début, elle n'est pas très à l'aise. Mais elle est vite gagnée par le bonheur de vivre près de l'homme qu'elle aime. Pendant 3 ans, ils vont vivre heureux. Ils vont tenir leur auberge d'une main de maître. Tout va leur réussir. Mais au bout de ces 3 ans, Joss tombe malade. Ni les médecins, ni les remèdes ne seront d'aucun secours. Et une nuit, Joss meurt. Mary n'est que larmes et souffrances. C'est encore une trop grosse perte pour elle. Au moins, Joss, lui, il aura un bel enterrement. Pas comme Willie et sa poupée qui sont enterrés dans un trou à rats. Pendant un moment, elle va essayer de gérer elle-même toute seule l'auberge. Mais elle va vite s'apercevoir que ce n'est pas possible. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu as gagné à jouer aux femmes, se dit-elle. Tu es pauvre, seule,
avec une plaie au cœur qui ne guérira jamais. Tu es misérable, mais regarde-toi, ma pauvre fille. Willy va reprendre du service et te sortir de là. À contre-cœur, elle va revendre l'auberge. Elle va recoiffer son tricorne. Elle se regarde dans le miroir. Adieu, Mary. Revoilà Willy à tout jamais. Je vais reprendre la mer et je ne reviendrai jamais ici. Je vais mettre un voile noir sur mon cœur et oublier tous ceux que j'ai aimés. Je ne veux pas les traîner avec moi. La vie, c'est devant qu'elle est. Comme elle n'a pas d'argent pour son trajet, elle va payer pour des travaux en tout genre. Réparer un hamac, un banc, raccommoder les vêtements des marins, graisser la poulie, enrouler les cordages. Bref, comme quand elle était mousse et comme chez la Dupin, elle court du matin au soir et du soir au matin. Mais si les conditions de sa traversée sont déplorables, Mary est heureuse. Parce que Mary est en mer. Parce que Mary peut encore une fois rentrer tout l'or du soleil en elle. Mary se sent libre. Ils vont essuyer une grosse tempête qui va faire beaucoup de dégâts. Encore une fois, Mary va prouver sa bravoure. Et puis, ils finiront par se rendre, après une bataille perdue d'avance, au Ringstone, un bateau de pirates dont le capitaine n'est autre que John Rackham, le terrible John Rackham, dit Rackham le Rouge ou Calico Jack. Mary les regarde. Ils forment une ligne menaçante de gueules barrées de cicatrices. Ils ont la tête aux cheveux hirsutes, au regard sauvage. Pour tout vêtement, ils ont une casaque de toile avec des caleçons qui leur arrivent à mi-cuisse. Certains sont tachés de sang. Mais c'est surtout les armes qui les habillent. Des pistolets, des sabres, des coutelas, des haches, quelques fusils. Mary est fascinée par Rackham. Et elle le regarde droit dans les yeux. Un souvenir remonte en elle. Une place à Londres. Elle s'en souvient bien parce que c'était le jour de son anniversaire, un 23 mai. Il faisait chaud. 7 cordes pendent au gibet surmontées d'un drapeau noir. La foule piétine, se bouscule. Elle veut voir le spectacle. Enfin, un bruit de tambour qui semble monter du sol, comme si la ville grondait par en dessous. Une charrette arrive. La mort s'est mise en marche. Elle s'arrête sur la place, face à la Tamise. Le nom de chaque pirate est clamé quand il descend de la charrette encadrée par 2 gardes. Mary observe tout. La façon de marcher des pirates, la façon qu'ils semblent aborder la mort. Le dernier est un grand gaillard à la barbe noire. Il se tient bien droit. Il réclame du vin. Et il entonne une chanson que tous reprennent en chœur. Yo, sur l'heure, ils sont nos couleurs. C'est haut l'âme des pirates, jamais ne mourra.
court sur toutes les lèvres. Hé, c'est Capitaine Kidd. Ouais, c'est le chef des Forbans, c'est Capitaine Kidd. Ouais, c'est Capitaine Kidd, c'est William Kidd. Capitaine Kidd. Il a l'air irréel, hors du temps. Le regard perdu au-dessus des hommes. Le bourreau place chaque pirate sous les cordes. On lit l'acte d'accusation. Cette fois, Mary a le regard braqué sur William Kidd, qui sourit. Soudain, il porte son attention sur la foule, comme s'il cherchait quelqu'un. Les yeux de Mary et de William Kidd se croisent. Il me regarde. Il me regarde, il ne regarde que moi. Un ordre claque. Les cordes sont passées autour du cou des pirates. Le levier qui relie les trappes est baissé. Les 7 corps tombent dans le vide. Non, non, non. Pas les 7. 6. Parce que la corde de William Kidd a cassé. Mary rigole. Je savais bien que cet homme-là n'était pas fait pour mourir. Non, cet homme-là ne doit pas mourir. Vite, une autre corde est installée. Passée autour du cou du pirate. Le levier. La trappe. C'est fini. Mary observe encore longtemps cette scène qui a emporté l'espace d'un instant toute l'aura qui régnait autour des pirates et particulièrement autour de William Kidd. Elle se souviendra toute sa vie de son regard. Quel dommage, se dit-elle, de finir ainsi. À quoi ça sert d'être pirate si ce n'est pas pour vivre à l'infini? Plongée dans celui du Forban, Mary ne montre aucune peur. Elle est même un petit peu effrontée, et Rackham est séduit par ce jeune marin intrépide. Bones, son second, lui glisse un mot à l'oreille. On la désigne du doigt. « Toi, tu viens avec moi. Ou tu acceptes, ou Bones que tu vois là, te loge une balle entre les 2 yeux. » Bones recharge son arme, lui place sur le front entre les 2 yeux. Un silence s'installe. J'accepte. Bien. Bien, bien, dit Rackham avec un petit sourire en coin. Et c'est comme ça que Mary Willie Devon, rebaptisée Mary Read, devient pirate. Mary a le regard fixé sur le crâne et les 2 tibias entrecroisés, qui sont sur le drapeau que Bones et un autre pirate tiennent tendu. Rackham lui fait face. Répète après moi et jure sur le joli Roger. La chasse partie. Le code d'honneur
commandeur des pirates est l'eau, mais révèle à Mary un code d'honneur, d'une grande équité et d'une grande solidarité entre les pirates. La main posée sur le pavillon, Mary répète les phrases dictées par Rackham sans l'ombre d'une hésitation. Et pour finir, Willie Reed, nous t'accueillons parmi les frères de la côte. Tu seras amatanoté à Old Bailey, à qui tu dois fidélité. Allez, qu'on amène ta fière. Mary découvre son matelot pour la première fois. Il ne semble plus avoir d'âge tellement il est buriné par la mer et le soleil. On dirait un vieux morceau de cuir usé. Il a un foulard qui lui enveloppe la tête et 2 anneaux de cuivre qui lui pendent aux oreilles. Mary réprime une grimace. Ils lèvent leur verre et boivent sans se quitter des yeux. Ceci équivaut à boire son sang, dit Bone. Pourquoi t'appelle-t-on Reed? Dit Old Bailey en plissant un peu les yeux. Parce que je sais lire et écrire. À la bonne heure, dit Rackham. Mary s'est découverte une famille de cœur et de sang. Elle est heureuse. Elle est heureuse de vivre entre le ciel et la mer. Mary se laisse bercer là-haut. Les navires sont pour elle d'immenses oiseaux qui emmènent ses rêves au-delà des terres. Et elle a tant besoin de rêves, Mary. Mais Rackham, il le sait, lui. Bien sûr qu'il le sait, c'est mon galant. Mon nom est Anne Bonny. Et j'ai très envie de toi, Willie. Mary éclate de rire. De nouveau, à elle. Elle délace son chemisier. Elle prend la main de Bone et la met dans son chemisier sur un sein. Tu es, toi aussi? Tu es une femme? Chut, personne ne doit le savoir. La première surprise passée, elles vont devenir
les meilleurs amis. Le problème, c'est que Rackham, lui, ne sait pas que Willy est Mary. Et à les voir comme ça tous les deux ensemble, il est atteint d'une jalousie maladive et il manque d'embrocher Reed. Alors Anne Bonny n'a pas le choix. Elle raconte tout à Rackham. Alors là, autant vous dire que la situation se complique beaucoup pour Rackham. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque, on n'embarquait pas de femmes à bord. Ça portait malheur. Alors, d'avoir une femme cachée à son bord, c'était compliqué. Mais deux femmes, c'était encore plus compliqué. Mais vous savez aussi certainement que ce que femme veut, Dieu veut. Et Anne obtient de Rackham qu'il mette sous sa protection Mary, en la maintenant à eux. Au début, l'équipage proteste. Mais Rackham leur fait savoir qu'il est dit qu'un capitaine avait le droit à 2 rations de butin, donc pourquoi pas de matelot. Il n'y trouve plus rien à dire. En tout cas, à partir de ce moment-là, la vie de Mary s'améliore nettement. Elle a une cabine pour elle toute seule, fini les soupentes pour aller se cacher, se laver, pour changer les linges souillés de sa périodique féminité. Non, non, là maintenant, elle apprécie les longs bains moussants, les moments de détente. Elle n'a plus besoin de serrer sa poitrine dans des gaz bien serrés. Oh, tu les trouveras dans la rue de Kingstone. Ça va être entremêlé d'autres effluves qui passent de l'ananas au crottin d'âne. C'est notre pied-à-terre ici. C'est ici que Calico Jack écoule sa marchandise. C'est vrai. Ça fait des années que Rackham fait affaire avec des amateurs de Kingstone. Jusqu'à maintenant, il obtenait un bon prix pour sa marchandise. Et voilà, les temps changent. Maintenant, les marchands veulent des esclaves. Ça se vend mieux, et puis, bon, les planteurs ont besoin de main-d'œuvre. Mais Rackham et ses hommes ne touchent pas à ce genre de commerce. Lui, il libère les gens, il ne les entrave pas dans des fers. Le vent tourne, dit Bonny. Je ne sais pas ce que nous ferons la prochaine fois. Moi non plus, dit Rackham. Toujours est-il que cette fois-là, peut-être pour la dernière, ils obtiennent encore un bon prix pour leur marchandise. Rackham le distribue, comme d'habitude, équitablement entre ses hommes. Certains iront à terre pour fêter ça, d'autres resteront surveiller le Pearl, un bateau pirate ennemi de Rackham. L'ordre est donné. Tout le monde doit être rentré à bord le lendemain pour midi. Ils vont dans une taverne. Ils boivent. Ils jouent au dé. Ils tapent les cartes. Ça sent le crayon et le tabac. Mary n'a aucune envie d'être là. D'autant plus que Old Bailey la pousse à se rapprocher d'une donzelle. Alors, pour se tirer l'affaire, Mary provoque une bagarre avec les membres de l'équipage du Pearl, qui sont là. Le combat tourne mal. Old Bailey en mourra.
jurer vengeance auprès des membres de l'équipage du Pearl. Et quand les fuyards ont réussi à rejoindre leur chaloupe, Mary entend des crépitements au loin. On nous tire dessus? Non, dit Rackham. C'est un message d'Hamilton, l'ambassadeur de la Jamaïque, qui nous prévient. Nous ne sommes plus les bienvenus ici. Rackham, Bone et les autres vont rejoindre leur bateau. Mary demande « Où irons-nous maintenant ?» Bone lui répond « Là où le vent nous portera. Nous sommes des loups de mer, Lily. On chasse, on traque, on guette. L'air qu'on respire sent le plus souvent la poudre. Mais contrairement à la guerre, c'est pour notre profit qu'on se bat. Et ça s'appelle la liberté. » Et j'ai bien peur de le dépasser. Donc, je vais vous faire un condensé de ce qui va arriver maintenant. Si vous avez des questions à me poser, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir après le spectacle. Donc d'abord, ils vont se venger du Pearl. Ils les jugent responsables de leur disgrâce auprès des autorités jamaïcaines. Rude combat, ils vont gagner. Ils vont récupérer leur bateau, qu'ils rebaptiseront le Sans Pitié. Ils en profiteront pour donner une petite leçon aux armateurs jamaïcains. On rentre dans une période de l'histoire très troublée. Les chiens de mer, les soldats, des navires soldats à la solde du roi traquent les mers à la recherche de bateaux pirates. Quand ils les capturent, ils les jugent coupables, sans autre forme de procès, et ils sont pendus en place publique, comme l'a été à l'époque William Kidd. Pourtant, c'est l'âge d'or de la flibuste. On voit partout sur les mers fleurir des bateaux pirates qui souhaitent tous faire fortune. La batelotage de Mary avec Rackham et Anne fera des deux femmes des amies pratiquement inséparables. On les verra souvent se battre dos à dos comme deux louves de mer, se renforçant chaque fois un peu plus sur le terreau de leur amitié. Mary est une fine lame. Et chaque fois qu'elle est sur le point de tuer un homme, elle lui montre un sein, lui signifiant ainsi qu'il va être tué par une femme. Un jour, ils décident de se mettre un petit peu en retrait. Ils avaient amassé assez d'argent. Ils en ont marre de jouer à cache-cache avec la flottille des chiens de mer. Et puis ils en ont marre aussi des bateaux pirates qui fourmillent sur les océans. Alors, ils vont s'acheter une maison à trois et le reste de l'équipage se dispersera. Mary n'aime pas l'activité. Elle aime encore moins être à terre. Alors, elle va trader sur le port. Elle sent le remous des vagues sous elle.
Et puis, elle écoute les flots qui battent les coques des bateaux. Elle ferme les yeux. Elle se revoit en haut de la vergue, en train de respirer la liberté et les vents à plein poumon. La mer lui manque. Il ne manque pas qu'à elle, d'ailleurs. Petit à petit, l'équipage du Sans-Pitié installe un campement autour de la maison de Rackham. La mer manque. La mer appelle. Aussi, quand ils auront l'occasion, c'est-à-dire quand ils entendront l'annonce du capitaine Taylor, qui cherche des marins chevronnés pour aller croiser le fer contre les Espagnols, ils n'hésiteront pas un instant, ni une ni deux, ils se feront engager. Mais des pirates restent des pirates. Alors, comme insolents, ils attaqueront le Swallow, qui est un sloop, un merveilleux navire, léger comme un oiseau sur les vagues, 40 tonneaux. Ils le rebaptiseront le Revenge, la revanche. Et l'aventure continue. Ils écumeront les mers. Ils amasseront encore beaucoup d'argent. Ils vont piller, ils vont traquer, ils vont chasser. Ils laisseront souvent sur les flots des navires qui ne sont que des brasiers flottants. Ils recrutent aussi. Macaulay d'abord. Et puis Matthew ensuite. Matthew est un humble charpentier. Il prévient tout de suite. Il ne sait ni ne veut se battre. Un charpentier, c'est bien utile à bord. Alors Rackham l'enrôle quand même. Mary en tombe amoureuse. Très vite, elle lui révèle son identité. Alors, elle devient Willy le jour et Mary la nuit. Plus que jamais en dualité avec ces deux natures. Macaulay, par contre, il fait penser à Benson. Toujours à chercher querelle, toujours à fouiner du côté de Beaune, de Rackham, de Reed, de Matthew. Il sait que le charpentier est vulnérable, qu'il ne sait pas se battre. Alors il va réussir à le provoquer en duel. Mary tremble. Elle sait que si son amoureux se bat contre Macaulay, il va mourir. Alors elle réussira à le provoquer en duel 2 heures avant l'autre. Ils sont débarqués sur une plage parce qu'on ne se bat pas à bord. Le combat sera rude. Mais Mary finira par tuer le fourbe après lui avoir montré un sein, bien sûr. Et ainsi, elle sauvera la vie de l'homme qu'elle est. Quelque temps après, ils vont croiser la route d'un navire français. Le plus gros du chargement est du bon vin. Alors, après avoir récupéré la précieuse marchandise, ils vont se cacher dans une crique et ils vont boire une bonne partie de la nuit. Sauf Anne et Mary, qui se sont découvertes enceintes toutes les deux en même temps. Charles Barnet est aux commandes du chien de mer, le Morning Star. Ça fait des mois qu'il poursuit le Revenge, qui, comme un navire fantôme, disparaît comme par enchantement quand il croit le tenir. Et pourtant, à l'aube de ce matin-là, il découvre la crique et prend d'assaut le sloop.
Les hommes sont tellement avinés qu'ils n'ont pas la force de se battre. Seuls Anne et Mary, redoublant d'ingéniosité, se battent dos à dos contre tout un équipage. Cela ne suffira pas. Ils seront tous capturés. Très rapidement, ils seront jugés coupables et ils seront pendus à l'aube. Anne et Mary aussi, bien sûr. Anne réussira à voir Rakam avant qu'il soit pendu. Et elle lui dira, je suis désolée que tu termines ainsi. Mais si tu t'étais battu comme un homme, tu finirais pas là pendu comme un chien. Les deux femmes seront donc révélées femmes et enceintes. À cette époque-là, on ne tuait pas des femmes enceintes. Elles seront donc condamnées à être emprisonnées jusqu'au terme de leur grossesse. Recroquevillée dans l'angle de sa cellule, Mary tremble. De froid, bien sûr, entre ces murs humides, mais de peur aussi. Parce que les rats partagent son couche. Des rats gros comme des lapins. Je ne veux pas être bouffée par les rats. Je ne veux pas être bouffée par les rats. Je ne veux pas être bouffée par les rats, se répète-t-elle sans cesse. Oh maman, à force d'avoir joué au garçon, j'ai creusé moi-même ma propre tombe. Et c'est moi maintenant qui vais mourir comme un rat crevé au fond d'un trou. Le procès sera sans pitié. Comme l'a prévu la loi. Pour les pirates qui ont décidé de courir les mers. John Rackham est mort. Il a emmené avec lui toute son auréole de légende. Il n'est plus qu'un cadavre se balançant au bout d'une corde. À quoi ça sert d'être pirate si ce n'est pas pour vivre à l'infini, se dit Mary, en se rappelant la pendaison de William Kidd. L'étude sera relâché. Il a été prouvé qu'il n'était qu'un simple charpentier qui a été enrôlé de force. Anne est dans la cellule à côté. Où qu'elle se déplace, Mary sent un courant d'air. Froid le jour, glacial la nuit. Elle grelotte. Elle dort à peine. Des somnolences entrecoupées de cauchemars où elle voit les harpies de la veille qui la assaillent, elle et Anne, l'insultent. Des cauchemars où elle voit le juge à la face de rapace qui abat son marteau de sentence. Elle remonte sur elle une couverture rongée par les rats. Anne, Anne, Anne l'entend à travers le mur. Elle lui répond. C'est bizarre, une voix qui n'a plus de visage. Je suis malade, Anne. Je tremble. J'ai la tête qui colle comme un tambour. Anne prend peur. Elle l'appelle à travers les murs. Elle lui parle sans arrêt. Elle exige des réponses pour l'obliger à se raccrocher à la vie. Une fièvre l'enveloppe. Elle sombre dans un demi-sommeil. Un froid glacial s'insinue en elle et lui serre le cœur. Elle s'endort. Et au matin, elle n'est plus. Anne aura son enfant. Après quelque temps, les esprits s'étaient calmés. Et elle a bénéficié d'une grâce. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. On peut juste en déduire qu'elle a eu le bonheur de ne pas être pendue.
peut-être que si Mary n'avait pas été emportée par les fièvres, elle aussi elle aurait bénéficié d'une grâce. Elle aussi elle aurait eu son enfant. Et peut-être qu'elle aurait rejoint l'homme qu'elle aimait. Et peut-être bien qu'elle aurait essayé d'être heureuse. Après tout, elle n'avait que 28 ans. Mary tempête. Mary l'invincible, terrassée par la fièvre. Willy a disparu une fois pour toutes. Et Mary est enterrée avec sa poupée aux yeux de perles. Et sur les flots, légers sur les vagues, tout rituant d'or du soleil dans ses voiles, le Mary, son vaisseau, enfin tout à elle. Mary Read est morte.